Je vous parlais tout à l'heure des primo-accédants qui veulent investir, donc ils avaient besoin de capitaux propres. Quel est le pourcentage de capitaux propres qu'ils peuvent demander à ces primo-accédants? Sur les primo-accédants, donc ils vont pas on va être capable, nous, en fonction des projets, on va leur demander de mettre allez, en moyenne 10 et 20% des fonds propres. C'est le départ, s'ils n'ont pas de moyens, tout va dépendre de l'actif, mais nous, on va mettre entre 20 ou 80% des fonds propres nécessaires à l'opération, sachant que toutes les opérations sont différentes, mais on est capable, si l'actif est bon, s'il y a du levier dans le repositionnement, de nécessiter uniquement 20 à 30% de fonds propres de l'investisseur. En moyenne 60 à 70% des fonds propres. Voilà ce que l'on peut faire quand on accompagne des groupes plus établis, qui ont plus de moyens. Là, on va les accompagner et on va mettre plus de l'ordre de 30 à 50% des fonds propres, donc on va être moins exposé. Quand c'est un primo-accédant, on peut mettre la majorité des fonds propres sur l'opération. Alors moi je vais faire une réponse ouverte, je suis désolée, mais chaque projet est unique. En fait, nous, on est plutôt sur un ratio de 60% de dette, 40% de fonds propres, mais ce n'est qu'une ligne directrice. Et puis après, c'est comme pour tout, hein, on navigue à droite, à gauche de ce fil conducteur. Donc tout va dépendre en fait de ce que veut faire le chef d'entreprise. Soit il achète un actif, et puis ça dépend s'il achète le vrai fonds aussi. Soit s'il achète un actif qu'il va exploiter en l'état sans rien changer, évidemment, on va se baser sur le cash flow historique de l'outil hôtelier. Et souvent, les projets qu'on voit, c'est que le chef d'entreprise va veut créer de la valeur. Et donc, souvent, il upgrade aussi l'hôtel, il fait changer de catégorie, il peut faire aussi des travaux d'extension, donc il augmente aussi la capacité d'hôtel. Donc, plus on est sur... en fait, tout va dépendre du cash flow futur qu'on va estimer sur des métriques RevPAR plutôt cohérents et plutôt en ligne avec son accompagne nombre de clients hôteliers. Donc on a une sacrée base de données sur les RevPAR, quelle que soit la région, voire la ville. Donc on va se baser là-dessus. Mais la ligne directrice, c'est 60-40, à peu près. Alors, juste pour préciser par rapport à la question tout à l'heure, quand on regarde un projet, effectivement, nous aussi, la moyenne, il est financé à hauteur de 60% en dette et 40% en fonds propres. Juste pour me repositionner, si j'étais moins clair, c'est que sur la partie des 40% propres nécessaires à l'opération, 1, 2, 3e peut accompagner à hauteur de 70% de ces 40% de fonds propres. Hein, pour tout le monde, il y a toujours 60% d'effet de levier. Okay. Et là où l'entrepreneur primo-accédant devrait mettre n'importe quoi sur un projet à 10 millions d'euros, 4 millions d'euros, nous on est capable de mettre 3 millions d'euros sur les 4 nécessaires. Donc il y a un vrai effet de levier de la part de l'entrepreneur qui va mettre 1 million d'euros pour acheter un actif à 10 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un secteur qui est extraordinaire mais qui est très capitalistique. Bonjour, Antoine Blanche, je suis conseil et développeur en immobilier. Ma question s'adresse à Angelina Simoni. Vous avez parlé d'un alignement des planètes tout à fait favorable. Je pense que vous faisiez allusion par exemple aux Jeux Olympiques 2024, donc c'était les 7 ans merveilleux de 2017 à 2024. Et il y en a une qui a disparu qui s'appelait l'exposition universelle. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans les 7 ans sachant qu'on a quand même des échéances électorales qui peuvent être bouleversantes? Ce qui me donne confiance déjà, c'est que nous, on est optimiste déjà par nature, c'est dans notre ADN, on est un peu comme chef d'entreprise. Si on nous dit que c'est pas possible, on va faire en sorte que ce soit possible et trouver les moyens et les outils pour faire le projet. Après, donc en effet, on a les événements, on a d'autres événements intermédiaires. On a aussi l'embellie du secteur, hein, parce que le secteur a touché le fond de la piscine quand même en 2016. Et là, c'est vrai qu'on de nouveau, c'est reparti comme une fusée. Hein, tous les métriques des hôteliers, tous les hôteliers que nous rencontrons, que ce soit à Paris ou en province,
ils sont tous unanimes, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Et l'autre point qui me fait aussi dire ça, c'est que de toute façon, c'est un secteur qui est très résilient. Il y a peu de casse. Et encore, c'est ma marge de prudence qui emploie le mot peu. Et puis, en hôtelier, s'il veut vendre de toute façon son outil, à partir du moment aussi où il possède les murs, les hôteliers redonnent une dimension, une nouvelle valeur aux murs de leurs hôtels, parce que on peut en faire autre chose aussi des murs, une fois que la phase de l'hôtellerie. Donc en fait, ce sont des actifs qui sont aux multiples débouchés finalement. Donc on est confiant, et puis je l'affirme encore pour le secteur. Et puis tout a été dit tout à l'heure. Oui, pour rajouter, quand on parle des événements intermédiaires, on parle de la Ryder Cup qui a lieu cette année, on parle de la Coupe du Monde de rugby de 2023, qui vont quand même avoir un très fort impact. Et il ne faut pas oublier que 80% de notre clientèle dite de tourisme international est avant tout européenne. Donc tous ces événements contribuent très fortement justement à créer une captation de cette clientèle sur l'ensemble du territoire. Il y a un autre point fort aussi qu'il faut mettre en avant, c'est que très clairement la France aujourd'hui, ça ne se résume pas uniquement à de l'hébergement touristique, mais aujourd'hui ce qui fait le succès, ce sont des destinations de nos tourismes, c'est le côté culturel, et je rejoins fortement Jean-Philippe, c'est que je pense que le tourisme, on est en train de se muséifier dans le bon sens du terme sur la destination France, et en tout état de cause, c'est quelque chose qui va devenir, on ne sera pas le Disneyland, hein, mais comme certains disent, mais on va se muséifier et on va s'amplifier sur le plan du tourisme sur la destination France. Et on voit aujourd'hui même que les investissements se recentrent sur l'intracontinental, tout simplement parce que le printemps arabe est passé par là, tout simplement parce qu'aujourd'hui on cherche des destinations sécurisées et que la France se prête assez facilement à capter l'ensemble de ces investissements.